Ce matin, c'est l'occasion d'échanger et d'aller en profondeur sur les sujets. Donc beaucoup d'entre nous sont venus ici aussi avec des interrogations sur cette ville nouvelle. Donc l'objectif de ce panel est d'analyser les résultats en termes de production. Je ne sais pas si on peut parler de bilan ou faut-il parler de points d'étape. Donc, à 10 ans, aujourd'hui, Monsieur le ministre nous parlait du démarrage en 2014. Donc là, on est à presque 10 ans. Que retient-on de cette ville nouvelle? La question qui est posée ici et qui est posée aux spécialistes, aux élus ou anciens élus, aux chercheurs, c'est comment justement peut-on dire que Diamniadio suit une trajectoire de ville nouvelle ou pas, hein, donc c'est une des questions qu'on peut poser ici. On a une forte production discursive quand même de la question de la ville, tantôt pour labelliser de villes nouvelles, durables, intelligentes. On connaît on entend beaucoup de vocables autour de cette ville nouvelle, on en a parlé hier. C'est tantôt pour labelliser, tantôt pour légitimer des projets promus dans le pôle. La question justement ici qui peut être posée, c'est qu'apporte cette ville nouvelle à son hinterland? Je pense aux communes limitrophes aussi. Qu'apporte cette ville à la région de Dakar, au Sénégal? Quels sont les freins? Quels sont les obstacles qu'on peut identifier? Quels sont les éléments de réussite? Est-ce qu'on peut parler d'échec dans certains cas ou pas? Voilà, en tout cas, pour défricher ce vaste champ, nous avons avec nous donc des spécialistes du fait urbain. Donc, je suis très fier d'être présent ici. Et aussi, je suis très content de revenir avec la Fondation Friedrich Ebert parce que c'est la dernière étude que j'ai faite. C'est elle qui m'a permis de le réaliser. C'est après ça que je suis devenu maire. Donc, je me dis que peut-être que je suis très content d'avoir réalisé cette étude pour la Fondation. Donc, je suis très content d'être là, comme je le répète. Et je vous félicite pour organiser parce que les questions urbaines sont devenues essentielles. Elles le deviendront davantage parce que le monde s'urbanise, notre pays s'urbanise. Le ministère est là, le ministère de l'urbanisme. Donc, notre pays s'urbanise. Et à l'instar de d'autres pays, les réponses sont cherchées partout, quoi. Aujourd'hui, on parle du pôle urbain. C'est vrai, moi j'ai vécu sur le pôle à travers, bien sûr, des recherches autour des riverains, des recherches dans mon département, dans ma ville. Donc il y a quelques aspects qui devraient nous permettre, sur lesquels on devrait davantage réfléchir. Si on veut multiplier, rendre ces initiatives beaucoup plus appropriées pour les communautés. Par exemple, je prends un exemple. Je sais que le ministère de l'Urbanisme, dans les documents qu'il donne, il met une emphase sur maintenant pour dire que les pôles, on va les multiplier dans plusieurs régions. C'est bien. La première chose que je me disais quand j'ai visité le site, je dis, mais je vois qu'en tout cas, les deux pôles urbains là, c'est la DGPU. Mais les autres pôles, c'est le ministère de l'Urbanisme. Je dis, mais bon, peut-être qu'ils vont m'expliquer pourquoi le ministère qui gère ça, les autres pôles qui font ça. Récemment, j'ai été saisi par... J'étais à Bambilor. J'ai été saisi par une association de jeunes. J'ai même fait une question orale à l'Assemblée, parce que je suis député à l'Assemblée nationale, sur le pôle urbain de Déni Biramdao. Où les jeunes, ou les associations de jeunes, se disent qu'ils se sont levés un jour et ils ont vu beaucoup de haut d'en haut venir avec des baux pour dire que revendiquer des espaces. Au moins des populations de 13 villages venir revendiquer des espaces. Moi j'étais en campagne électorale et puis je rencontre des populations qui me disent quand ils reviendront, quand ces gens-là reviendront ici, ils vont prendre notre vie. Parce qu'ils reviennent brandissant des documents officiels, des baux.
Parce que l'État a titré certaines zones, immatriculé certaines zones, et puis on a attribué des baux à certaines personnes. Et malheureusement, quand ils viennent, les populations se disent, mais... Et ils viennent, ils voient ton champ, ils te disent, mais non, tout cela, c'est dans m'appartient. On me dit, j'ai posé une question au ministre de l'Urbanisme pour lui dire, mais si c'est dans le cadre du pôle de Déni Biram Ndao, ça veut dire que, qu'est-ce qui précède une telle initiative? Les premières choses que tout le monde se dit, c'est, mais où sont les plans d'aménagement de ce pôle? Parce que c'est ça qui nous permet de dire, ici c'est des habitats, ici. Est-ce que c'est... Parce que j'ai vu dans le questionnement, on se dit, les approches participatives. Mais le premier acte, c'est de dire, mais est-ce qu'on l'a aménagé avec des populations? Parce que, souvent, est-ce qu'il y a une parcelle de terre quelque part qui n'est pas occupée? Ça dépend de la notion d'occupation. En tout cas, dans mon département, je n'en vois pas. Vous pouvez voir une parcelle vide, elle est occupée. Elle est occupée sur le plan de la trajectoire historique. Elle est occupée sur la perspective que les populations des villages se donnent par rapport à ces territoires. L'occupation n'est pas uniquement physique. Je vous dis, mais souvent je dis. Donc, dans ce département de Rufisque, qui est le plus grand département de la région de Dakar, qui fait 360 km², qui fait presque 66% du territoire de Dakar, je ne vois aucun espace non occupé. Je n'en vois pas. Ça dépend de quel est le déterminant de l'occupation. Quand les populations se disent, c'est 40 et quelques hectares, c'est l'extension de notre village. C'est pour nos enfants demain. Est-ce que ces territoires ne sont pas occupés? Ils sont occupés. Ils sont bien occupés. Quand les gens se disent, ça c'est nos champs, ils sont bien occupés. Donc, je n'en vois pas dans un territoire aussi proche. Mais quand on dit, on aménage, je pense qu'il y a une question essentielle qu'on se pose. Comment aménager avec ces populations? Comment planifier avec ces populations? Comment se fait-il que certaines populations se lèvent un jour et voient quelqu'un qui brandit un bail qui, dans le cadre du pôle de Déni Biram Ndao, ils ont une prétention sur une parcelle? Je dis, d'abord, comment aménager avec ces populations? Oui, c'est très bien d'avoir une idée de pôle. Mais avant de nous dire qu'est-ce que va être le pôle, décidons-le avec les populations. On dira, ici, ça va être des zones d'extension, des villages. On dira, ça, c'est des périmètres agricoles, il ne faut pas y toucher. On dira, oui, ça, c'est des parcelles. Parce que ce qui m'a surpris, quand j'ai été dans le site du ministère de l'Urbanisme, tout ce que j'ai vu, c'est pôle de tel, 500 parcelles. Pôle de tel, 400 parcelles. Pôle de tel, je dis, ici, la dimension parcelle d'habitation prime. Mais, waouh! Moi, j'aurais aussi voulu avoir pôle de tel, 5 nombre de villages existants, pôle de tel, les besoins d'extension des villages, pôle de tel, nombre de champs, pôle de tel. J'aurais voulu voir ça. Mais comme ça se présente, je dis, mais ça paraît être quelque chose, comme une excroissance, quelque chose qui se définit ex nihilo. Je dis, donc pour moi, la démarche de les aménager, d'organiser sur le plan spatial, pour qu'elle puisse être inclusive, elle doit se faire avec toutes ces communautés, surtout que nous sommes dans la région de Dakar, par exemple, où la disparition des périmètres agricoles nous vaut au moins une bonne partie des inondations que nous vivons. Quand on me dit donc les réponses, je dis même les populations autochtones qui revendiquent la préservation de leurs champs travaillent beaucoup plus sur la lutte contre l'inondation que les institutions. Donc ici, nous avons des déformations que je n'arrive pas à comprendre. Je dis, je suis même allé jusqu'à dire à quelqu'un, mais moi, celui qui se bat pour préserver son champ, si je devais l'indemniser, je lui donnerais plus que quelqu'un qui a construit un immeuble R+20. Je ne sais pas si on fait comprendre. Parce que celui qui se bat aujourd'hui dans la région de Dakar
pour préserver un champ, il se bat pour quoi? Il se bat pour l'infiltration des eaux, il se bat pour le microclimat, il se bat pour la baisse des températures, il se bat pour l'écologie, il se bat. Mais comment se fait-il que c'est les communautés qui se battent pour accrocher ça et que les pouvoirs publics viennent considérer que ces zones, il n'y a rien dans ces zones et définissent un chemin? Je ne serai pas, c'est normal, je suis... Bon. D'accord. Donc, je vais résumer. C'est pour dire que si leçon apprise, d'abord, comment on les aménage. Je pense que s'il y a une chose sur laquelle il faut revenir, il ne faut pas que le projet pôle soit aménagé comme s'il y a des vacuités, comme s'il n'y a aucune prétention territoriale, comme s'il n'y a pas d'histoire, comme s'il n'y a pas de projection futuriste, comme si. Je pense que ça, pour moi, ça paraît important. Maintenant, même dans un pôle qu'on est en train d'aménager, je le disais, je pense qu'une fois je le disais avec mon ami Seydou, je disais même sur Diamniadio. Parce que ce qui est gênant, c'est quand des populations, les populations qui ceinturent la zone, et tout le temps cette répulsion par rapport au pôle. Je dis, mais comme ces populations, une certaine partie avait un vécu potentiellement agricole ou maraîcher, moi je dis oui. Je pense que j'en ai parlé une fois au ministère, mais dans les arrondissements que vous avez, 4 arrondissements, réservés par exemple dans chaque arrondissement 20 hectares ou 15 hectares pour l'agroécologie et portés par les populations riveraines. Je dis, moi, la grande innovation que je verrai, c'est quand je viens dans un arrondissement, bien sûr je trouve tout ce qu'on peut considérer moderne, mais je trouve des parcelles agroécologiques animées par les populations riveraines. Et je serais très impressionné si ces populations, même le centre de conférence d'Abdou Diouf, arrivaient à vendre leurs spéculations pour qu'au niveau du centre... C'est ça que je vois. Pour moi, c'est ça l'innovation. Ça aurait créé davantage d'appropriation. Parce qu'il ne faut pas que les populations voient... Je taquinais certaines populations. Je dis, mais j'espère que vous avez fait des demandes pour avoir accès aux logements sociaux au niveau du... Ils me disent, mais docteur, est-ce que vous forcez? Je dis, non, je ne force pas. C'est une façon de dire, cette question d'appropriation, pour moi, elle est essentielle. C'est des riverains. Donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à autre chose. On ne peut pas aménager un territoire sans l'aménager dans son ensemble. Dans son ensemble. Je reviens sur le pôle de Diamniadio. Moi, je suis le maire de la ville de Rufisque. On me voit souvent faire certaines plaidoiries où je dis non. Je dis l'agglomération de Rufisque, la ville de Rufisque, Diamniadio, ainsi de suite. Le pôle historique, c'est ma ville. C'est là où il y a l'histoire. C'est ça le pôle historique. Le pôle moderne, avec tous ces infrastructures, ça peut être Diamniadio. Le pôle agricole peut être tel. Donc moi, je référerais davantage un aménagement de cet ensemble, avec toutes les articulations. On n'aurait pas, dans cette situation de discontinuité territoriale, d'incohérence territoriale, le fait que ces infrastructures commencent ici et s'arrêtent aux sorties du pôle. Donc je vous dis, j'aurais dû même commencer par ça pour dire le pôle dans son ensemble. Et si on dit le pôle dans son ensemble, on verrait moins ces contradictions flagrantes. Par exemple, un conseil des ministres décentralisé, organisé sur mon département. On liste un ensemble d'infrastructures qui vont être réalisées par l'État, plus de 400 milliards. Je dis, mais vous le faites dans le département de Rufisque? Ils me disent oui. Mais tous, c'est sur Diamniadio. Je dis, mais mon Dieu, vous n'insérez pas Diamniadio dans le dispositif. Peut-être vous l'avez inséré sur le plan national, mais vous ne l'insérez pas dans le tissu du département de Rufisque. Parce qu'il y a quand même une certaine cohérence. Il faut qu'on l'absorbe. Il faut qu'il se dilue dans le département de Rufisque. Donc ça, je vous dis, le pôle dans son ensemble. Le pôle, comment il est aménagé? Et je dis, le troisième, c'est ce que je disais tantôt, même dans une perspective corrective, je taquinais, je disais oui, pour davantage avoir d'appropriation, d'amener des populations dans cette infrastructure. Les pôles sont en train de se multiplier, je vais conclure par ça. Je vais conclure sur 2 points.
Généralement, quand tu abordes la question des pôles urbains, les gens se disent, oui, c'est la perspective de développement durable, et ainsi de suite. Mais je dis, ne faisons pas de l'écologie au sens cosmétique. Nous allons faire telle approche, développement durable, réutiliser les eaux, c'est du cosmétisme. J'en reviendrai dans les discussions. Dernier élément. L'innovation. Oui, je suis d'accord. Je conclus sur l'importance dans toutes ces projections de préserver le potentiel agroécologique plus que toute autre chose. Je vous le dis très honnêtement, quand je circule dans mon département, je vois un espace de 10 hectares peuplé d'arbres de diverses pluies, avec de l'eau, avec des populations qui tentent, tant bien que mal, de gérer des vergers. Je suis davantage plus impressionné que quand je vois un ensemble de gratte-ciel. Voilà, c'est sur ça que je voulais conclure. Je m'excuse d'avoir débordé. Merci beaucoup, M. Cissé. Merci pour cette intervention très riche. Effectivement, vous interrogez la question de la démocratie participative dans l'érection de ces pôles urbains, l'intégration des populations locales et des territoires pour une meilleure appropriation et une meilleure cohérence des territoires. Et vous considérez que l'innovation serait effectivement liée fortement au développement de l'agroécologie. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier l'IFRI et ses partenaires pour avoir réuni aujourd'hui ici des experts pour plancher sur la question des villes nouvelles sénégalaises, particulièrement le cas de Diamniadio. Je vais donc très rapidement aller vers l'essentiel puisque je sais que le temps nous est compté. 10 ans, c'est peu dans la vie d'une ville, mais c'est aussi largement suffisant, surtout dans un pays qui s'est lancé dans une dynamique de développement urbain sans précédent, à savoir la construction à venir d'une trentaine de villes nouvelles. Cette donne nous oblige, nous contraint à être systématiquement dynamiques dans nos politiques de développement urbain. Les 27 autres villes nouvelles dont a parlé M. le maire doivent être bâties à la lumière des expériences tirées notamment de Diamniadio. C'est pourquoi je ne m'attarderai pas ici sur les éléments d'opportunité liés à la création de cette ville. Je crois que nous tous, nous savons que c'est opportun, mais je m'efforcerai de partager une expérience sur 4 points. D'abord, regarder quelles ont été les stratégies d'insertion sociale et surtout quels ont été les résultats. Dans un deuxième point, j'évoquerai ici la politique d'insertion urbaine et environnementale avant d'en finir avec l'approche institutionnelle, le jeu des acteurs. S'agissant de l'insertion sociale, je rejoins M. le maire. Oui, la question se pose de savoir, nous qui étions des territoires dortoirs, servants et dépendants, qui avions besoin d'opportunités, d'investissements, comment ça se fait qu'un tel projet soit accueilli avec méfiance, défiance, et qui a été, les choses ont évolué, source de conflits, notamment sur la question foncière. Je crois que les origines qui expliquent le pourquoi de ces conflits sont connues, un statut juridique du foncier pas très compris par les populations, qui effectivement considèrent que les parcelles qu'ils ont cédées ou sur lesquelles ils exploitent c'est leur dû, tout simplement. Certes, ils n'ont pas pour certains des papiers, mais tout le monde sait qu'au niveau du Sénégal, il y a une difficulté sur la question foncière. Le foncier n'est pas
il n'y a pas de cadastre, disons. Les permis de construire font défaut. Très peu de permis de construire sont délivrés quand on sort de certaines régions de Dakar. Donc, on peut considérer que cette forme, disons, de propriété qui repose sur une transmission orale est une réalité chez nous. À partir de là, les premières rencontres entre les autorités du pôle et les populations tournaient autour des questions foncières. Les élus, monsieur le maire, n'étaient pas présents dans ce concert. Nous, on avait des remontées d'informations provenant des populations qui nous expliquaient qu'on était en train de les spolier. Et je sais que tous les jours, ils font la navette vers Dakar pour aller chercher des opportunités qui sont maintenant chez eux. Donc on voit le fossé. Et ça interroge la stratégie de concertation, la stratégie de conception du pôle. Il est vrai que les plans d'aménagement ont été élaborés complètement à l'abri, je dois dire, des populations. Les populations, les autorités du pôle s'ignoraient. Les populations, les municipalités et même certains services de l'État. C'est dans un tel contexte que le pôle a été déployé, notamment le pôle de Diamniadio. Et nous avons dû faire un travail de rattrapage, monsieur le ministre. Énorme, puisque quand il est venu à Bargny, c'était en 2014 quand on est arrivé, alors que le pôle a démarré depuis bien avant. Oui, il y avait certainement aussi certaines faiblesses de la part du local, je dois l'admettre. Mais ça, en tout cas moi, la leçon que je tire de cette expérience, c'est que pour les pôles à venir, il faut impérativement, nécessairement partir du terrain pour rencontrer ceux qui connaissent, vivent, agissent pour ces territoires. Pour que les effets, les opportunités d'investissement, que ces populations-là puissent saisir et accompagner ce projet. Ça, pour moi, c'est une des premières leçons à apprendre sur l'exemple de Diamniadio. L'autre volet que je voulais évoquer ici, c'est l'insertion urbaine, la greffe urbaine. Comment elle s'est opérée? Monsieur le maire l'a dit. Ce n'est pas un territoire... il y a du vécu, il y a de l'histoire dans ces territoires. Les terres qui aujourd'hui accueillent le pôle urbain, on les connaît. C'est autour de 27 noms, Wassawai, Fenkon, j'aurais pu continuer. On les connaît. Il y a de l'histoire. Je vous avais parlé un moment de Fenkon, vous m'aviez dit, ah, ce serait bien qu'on appelle Fenkon, c'est, vous savez, dans le secteur, hein, chaque parcelle de terre a un nom, a une histoire, a une culture. Et bien évidemment, l'approche urbaine, ça a été également une faiblesse, puisque aujourd'hui, les populations, les communes qui accueillaient le pôle, il n'y avait aucune commune qui disposait d'un plan d'urbanisme approuvé. Il n'y avait aucune commune qui disposait d'un plan d'aménagement approuvé. C'est dans un tel contexte que le pôle a été effectivement conçu. Vous voyez que facilement, il peut y avoir des discontinuités, facilement, il peut y avoir des ruptures, même des contradictions au niveau des choix d'aménagement. Et là aussi, il s'est agi de faire un travail de rattrapage. S'agissant en tout cas du côté du pôle, vers Bargny, on a bâti dans les locaux de la DGPU un projet pour toute la partie qui est sur Bargny et qui n'était pas aménagée. Nous avons bâti un projet, et ça c'est dans les locaux de M. le ministre. J'y allais, nos équipes y allaient, et on a conçu un projet qu'on a appelé Bargny Ville Verte, un projet de plus de 200 hectares, et qui s'inscrit dans une parfaite continuité du pôle urbain, aussi bien au niveau de la tramviaire qu'au niveau des activités qui sont pressenties sur cet espace. Ça, c'était un travail de rattrapage. Et effectivement, c'est en tout cas à l'issue de ces échanges qu'on s'est dit que la réussite du pôle dépend de l'extérieur du pôle. 1644 hectares, c'est absolument rien du tout. D'ailleurs, très rapidement, les assiettes ont été distribuées et il y a une difficulté majeure pour trouver du foncier pour des programmes qui seraient complémentaires à ce qui est aujourd'hui prévu dans le pôle. Une discussion avec les mairies aurait permis, sur les assiettes des mairies, des municipalités, disons, pourquoi pas de donner un certain nombre d'assiettes pour pouvoir accueillir des projets qui n'ont pas de place dans leur pôle et dont leur présence rentrerait en résonance avec ce qui est prévu dans le pôle.
On avait même à l'époque essayé de titrer l'espace Bargny-Ville verte dont je parlais, pour avoir la possibilité d'avoir un titre foncier. Oui, on a rattrapé, en tout cas pour la partie concernant Bargny, et après aussi, ce travail de rattrapage s'est poursuivi puisque l'ADM a financé un plan d'urbanisme des communes de Bargny, Diamniadio, Sébikotane et Sendou. Donc vous voyez, on s'est lancé en tout cas dans une dynamique de rattrapage. L'autre élément que je voulais évoquer ici et qui est important, c'est s'agissant des inondations. Le maire l'a dit, l'imperméabilisation de cette zone va changer le cycle de l'eau sur cet espace. Nous avons beaucoup de barrages là-bas. Les anciens, ils ont la mémoire des lieux beaucoup plus, disons, vives que nous. Il y a d'anciens barrages, le barrage de Bargny, le barrage de Sébi, il y a de l'eau tout le temps. C'est l'espace agricole. Et ces terres-là étaient le réceptacle des eaux qui provenaient de Sangalkam Bambilor. Ça, c'est la réalité. Et nous, on est très inquiets parce que l'imperméabilisation de cette zone, entraînant un ruissellement, pose un souci, parce qu'à un moment donné, l'eau trouvera un espace. Et ce qui est arrivé à Dakar, qui est bien parti, qui a été très bien aménagé, mais on a laissé se développer tout autour de Dakar des bidonvilles, des installations non planifiées, non organisées, de sorte qu'aujourd'hui, même des zones qui n'étaient pas autrefois inondables le sont aujourd'hui. Si on y prend garde, on va avoir la même difficulté. Mbey, c'est ce que je dis. L'année dernière, on a eu des difficultés. La gare terre de Diamniadio, oui, était par endroits inondée. Là aussi, il s'est agi d'aller très rapidement sur... Mais c'est la vérité. Là, il s'est agi très rapidement d'aller sur des solutions de rattrapage. Et même ces rattrapages-là, c'était de drainer ces eaux qui étaient là-bas vers la mer. Ça ne marche pas comme ça. On est obligé d'avoir un schéma de gestion des eaux à la bonne échelle. D'autant plus que le pôle prévoit 350 000 personnes à l'horizon 2035. Mais nous, monsieur le maire, on est déjà à 600 000 dans le département. À terme, quand il y aura 300 000 dans le pôle, mais dans le département, on serait peut-être, je n'ai pas fait le calcul, sur 1 million et quelques. Donc le pôle représentera, mais une infime, mais quelque chose de quasiment rien. 1600 hectares sur 67% de l'assiette de la superficie régionale. Donc le pôle sera une miniature. C'est pourquoi moi j'invite fortement pour que le déploiement de nos pôles, quand ils sont dans un tissu existant, que l'approche pôle soit à l'échelle de toutes les communes. Nous avons une agglomération qui se dessine sous nos yeux. 1 500 000 habitants, 2035. C'est une et une seule agglo. Personne n'aura l'expertise pour dire « Ah, ça, c'est un pôle ». Parce qu'il y a tout un ensemble. Réfléchissons à l'échelle de cet ensemble. C'est ce qui m'amène à l'aspect institutionnel. C'est vrai, aujourd'hui, le statut du pôle, on ne sait pas. Est-on dans une commune? En tout cas, jusqu'à ce jour, les 1600 hectares du pôle appartiennent à des communes. Mais ces communes n'ont pas de compétences. J'ai envie de dire, c'est le seul espace du Sénégal qui n'est pas administré par des autorités décentralisées. Au point même où on s'interroge sur des questions de légalité. Qui récupère les taxes aujourd'hui? Nous ne savons pas. Dans un contexte de rareté des ressources, où avec l'acte 3, les communes sont au premier plan en matière d'aménagement. Les taxes, on ne sait pas. Alors que les communes en ont bien besoin pour éviter un développement de vitesse. Et avoir des rentrées leur permettrait quand même de rehausser leur niveau d'équipement. C'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui passe où? Je ne sais pas. On ne doit pas repartir avec ces 27 pôles dans une situation de flou total. Et ça renforce la méfiance. Parce que vous allez à Bargny, ils disent, ils ont pris nos terres, on ne sait pas. Vous allez à Diamniadio, ils ont pris nos terres, personne ne sait. Alors qu'au moins, s'il y avait des rentrées fiscales, ça aurait pu permettre que les élus locaux puissent dire aux populations, voilà ce qui
ce qu'on récupère comme taxe, et voilà comment on le réinvestit. Ça participe de la stratégie de pacification, j'ai envie de dire. Une minute, je vais donc m'arrêter là en disant que l'exercice, en tout cas, est très utile. Il faut nécessairement, très rapidement, qu'un statut soit trouvé à ce pôle. Personnellement, je n'en vois d'autre si ce n'est qu'une intercommunalité. C'est un signe de maturité également. On entend souvent des communes, des acteurs dire qu'il faut créer une commune. J'espère que cette erreur-là ne sera pas faite. Parce que ça serait quand même créer un îlot de croissance dans un endroit de pauvreté. En quelque sorte, ce serait le centre-ville de Dakar et la banlieue. Il ne faut pas qu'on reproduise les mêmes erreurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Seck. Merci. Donc là, on peut retenir la question qui a été aussi soulevée tout à l'heure par Monsieur le maire de Rufisque sur la question de cette approche de terrain, hein, qu'il faut partir du terrain, nécessairement partir du terrain, associer les habitants pour construire des pôles. Vous avez aussi soulevé la faiblesse de l'approche urbaine. Avec, si je vous écoute, vous parlez aussi de l'absence de ce plan d'urbanisme de détail, hein, quelque part aussi pour avancer sur un pôle aussi important. Sur l'aspect institutionnel, très intéressant aussi, hein, parce que c'est une question qui a été soulevée aussi hier, qui inquiète beaucoup. Et là, je prends ma casquette d'habitante du pôle. Je me pose la question d'un nouveau-né. Quel est son état civil? Pour un nouveau-né qui habite à Sénédindia, par exemple, dans la cité résidentielle. J'ai connu ce problème en cherchant un certificat de résidence. Je ne savais pas si je suis de Bargny ou de Diamniadio. Un grand remerciement à tous les acteurs qui m'ont permis de réaliser cette étude l'année dernière et cette année, je l'ai publiée en début d'année, qui m'ont accompagnée pendant mon terrain. Donc je suis très contente encore une fois de retrouver des chercheurs et experts et acteurs politiques et administratifs dans cette salle. Donc l'objectif de l'étude, c'était vraiment de décortiquer, de questionner le concept de la ville nouvelle en général en m'appuyant sur le cas d'étude du pôle urbain de Diamniadio. En tant que chercheuse, j'aimerais bien dire quelques mots sur ma méthode, parce que la méthode, elle est importante. Donc, j'ai réalisé une revue de littérature sur les villes nouvelles en général et sur les villes nouvelles sur le continent africain. Donc, encore une fois, une littérature foisonnante sur des exemples divers. J'ai ensuite évalué les documents que l'on m'a transmis, donc j'ai fait des recherches documentaires, y compris des documents par la DGPU. Pendant mon enquête de terrain, j'ai mené des entretiens, donc ça c'était vraiment clé, pendant les 2 semaines que j'ai passées ici, avec les experts et chercheurs des différentes universités, avec des acteurs du secteur privé qui jouent un rôle important dans la réalisation des différents sites d'infrastructures à Diamniadio, avec des acteurs experts du secteur public, la DGPU, le ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement territorial, avec certains acteurs de la représentation politique, donc des communes qui sont impactées par le pôle urbain de Diamniadio, avec des acteurs de la société civile aussi qui se mobilisent autour de ce pôle urbain. Et de la coopération internationale, parce qu'il y a évidemment des bailleurs qui financent, qui s'intéressent, qui s'interrogent. Aussi des bailleurs qui n'ont pas été associés au pôle urbain et qui seront normalement associés à d'autres pôles urbains. Donc ces configurations d'acteurs sont assez importantes aussi pour comprendre comment un pôle urbain est conçu et mis en œuvre. Donc je me suis posé des questions, en fait. Les villes nouvelles, très simplement, de quoi s'agit-il ? Comment cette approche est définie, appliquée, mobilisée par les différents acteurs sur le terrain. Il était très clair que tout le monde n'avait pas la même définition de ce que c'était le pôle urbain. Est-ce que c'est une ville nouvelle? Est-ce que c'est un pôle? Est-ce que c'est une ville historique? Est-ce que c'est une commune? Pourquoi le pôle urbain s'appelle Diamniadio alors que différentes communes sont impactées? Donc il y a déjà un choix de nom aussi qui est assez important. Et comment ce terme est utilisé dans un contexte national spécifique.
Je me suis ensuite interrogée sur les écarts entre les objectifs de la fabrique et les réalisations sur le terrain. Évidemment, j'étais curieuse de me promener au sein du pôle urbain parce que j'étais à la recherche des personnes qui habitent ce pôle, parce qu'on parle beaucoup d'une ville, mais finalement une ville, elle n'est qu'une ville que lorsqu'il y a des personnes qui l'habitent, qui l'utilisent, qui se déplacent, qui consomment. Et en tant que politiste, évidemment, je me suis beaucoup intéressée aux enjeux de gouvernance. Quels acteurs participent à la fabrique de ce projet et à sa mise en œuvre? Est-ce que ce sont les mêmes acteurs ou ce sont des acteurs différents? Quels sont les changements institutionnels en particulier? Et comment est géré surtout l'accès au foncier sur un territoire qui a changé de fonction? Alors, beaucoup a déjà été dit sur le pôle urbain, sur sa conception, sur les objectifs sous-jacents. Donc, je vais vraiment essayer de me limiter à quelques résultats clés. Mais je voulais quand même revenir sur la notion de la ville nouvelle dans un premier temps. Donc on a beaucoup parlé du caractère historique des villes, de leur caractère politique et aussi des différentes générations de villes nouvelles qu'on a observées depuis les temps coloniaux. Je souhaite simplement rajouter quelques éléments qui caractérisent les projets d'infrastructure ou des villes nouvelles issues de cette nouvelle... pardon ? Plus proche ? Ok. Quelques caractéristiques de ces villes nouvelles, de cette nouvelle génération de villes nouvelles qu'on observe depuis les années 2000. Donc, premièrement, ces villes nouvelles s'inscrivent dans une volonté des gouvernements à afficher aussi à travers cette capacité à construire, à faire des infrastructures, leur capacité à participer à la compétition économique internationale. Et je pense que ça, c'est important. Donc, il y a vraiment cette idée aussi, cette fonction d'affichage de ces villes. C'est des gouvernements aussi qui souhaitent se débarrasser du label de la pauvreté et de cette idée des villes informelles, villes désorganisées, villes polluées, en démontrant aussi des espaces verts, propres, etc. Et finalement, il faut aussi prendre en considération que ces villes nouvelles sont des dispositifs de politique publique à travers lesquels sont mis en œuvre des programmes économiques et des programmes de politique publique plus larges. On a très peu parlé du plan Sénégal émergent, donc vraiment le pôle urbain de Diamniadio vise aussi à atteindre certains objectifs de ces programmes de politique publique plus larges. Puis après, on peut mentionner, et je pense que le cas de Diamniadio le reflète très bien, un certain nombre de caractéristiques que comportent ces villes nouvelles, en tout cas, qu'on retrouve dans les discours qui accompagnent ces projets de villes nouvelles. Donc, il y a une dimension territoriale. Donc, à chaque fois, on délimite un certain terrain. On a parlé, donc, en l'occurrence, un terrain qui impacte une partie du territoire de 4 communes. Ce sont souvent des villes qui se situent dans les franges urbaines, dans les zones périurbaines, donc non loin des grands poumons économiques, comme c'est le cas pour la région de Dakar. Il y a deuxièmement une dimension fonctionnelle. Donc souvent, ces villes, on les décrit comme quelque chose, comme des espaces qui sont censés remplir des fonctions. En l'occurrence, hier, on a parlé du pôle urbain de Diamniadio comme un pôle événementiel. Ce qui m'a un peu interrogée, parce qu'au début, on a beaucoup parlé aussi de Diamniadio comme un site multifonctionnel, donc avec des logements sociaux, un business center, une smart city. Donc finalement, on serait plutôt dans une fonction économique. On a d'autres pôles urbains sur le continent et ailleurs qui ont des fonctions touristiques, d'autres qui ont des fonctions de collecte de data et des fonctions technologiques, etc. Donc vraiment, on associe, on adosse à ces projets des fonctions. Il y a une forte dimension temporelle. Parce que souvent, quand ces projets sont présentés, encore une fois, on insiste sur la nécessité de construire vite, qu'il y a urgence. Il y a ce discours des villes africaines qui explosent, auquel il faut un problème auquel il faut trouver des solutions très rapidement. Donc on donne des objectifs à 10 ans, 15 ans, il faut que tant de personnes habitent dans ce pôle. Et là, finalement, et on en a déjà parlé tout à l'heure, c'était un point qui a été évoqué, la construction des villes, l'évolution des villes prend énormément de temps. Donc il y a forcément une contradiction entre cette idée de vouloir construire en 10 ans, 15 ans, d'accueillir tant de personnes au sein d'une ville, et de l'autre côté, quand on regarde aussi comment les autres villes historiques ont évolué, ce besoin de temps pour que les habitants s'approprient et créent du lieu. Et puis après, il y a cette dimension historique.
On parle encore une fois beaucoup de terrains vacants, de terrains inhabités. On a déjà un peu déconstruit cette idée, mais une idée selon laquelle il y aurait une possibilité de faire table rase, de vider un terrain de son sens historique, culturel parfois. Il y a cette idée qu'on peut recommencer à zéro, écrire une page blanche, alors que ces terrains ont effectivement une histoire. Alors, en parlant d'histoire, j'avais juste envie d'insister un tout petit peu sur l'histoire aussi du territoire sur lequel est construit le pôle urbain de Diamniadio. Et encore une fois, on ne parle pas uniquement de la commune de Diamniadio, mais d'autres communes qui sont concernées. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai essayé de faire un schéma avec une collègue à l'époque, juste pour souligner vraiment comment ce lieu a été historiquement un carrefour entre trois pôles urbains importants, Thiès, Mbour et Dakar, et un carrefour qui a permis aussi à la région de Dakar de grandir. Et donc il y a toujours eu cette idée de faire quelque chose de ce carrefour, de l'utiliser, soit pour des raisons industrielles, pour des raisons économiques, et donc plus récemment aussi pour créer du logement social. Et ce qu'on voit, donc j'ai regardé un petit peu dans ma recherche documentaire, donc l'idée des villes nouvelles a vraiment émergé pour la première fois, je pense, de manière écrite en 1999, quand un plan d'urbanisme de détail a été fait pour Diamniadio, où déjà avant l'élection d'Abdoulaye Wade, il y a eu cette idée de créer une ville nouvelle dans ce lieu. Puis Abdoulaye Wade arrive, et je pense que pendant le régime d'Abdoulaye Wade, il y a un petit peu eu cet appétit pour les infrastructures. Donc Abdoulaye Wade qui a annoncé de grands projets de chefs d'État, comme l'appelait une chercheuse, qui permettent aussi, encore une fois, de souligner la capacité d'un chef d'État de faire des choses pour la population, pour créer des traces tangibles, des infrastructures qui restent. Donc on a l'autoroute à péage qu'on a tous pris en arrivant, il y a l'aéroport international Place Diane qui a été créé dans la même région, donc il faut aussi lire ce pôle urbain dans un ensemble plus large de projets d'infrastructures qui ont été mis en place ces 20 dernières années. Ensuite, il y a aussi eu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des projets d'aménagement autour d'une plateforme industrielle qui devait être mise en place, qui a mis en compétition différents bailleurs. Il y a le Millennium Challenge Account, les Américains qui souhaitaient investir dans une plateforme industrielle, un projet qui a connu une concurrence par des acteurs de Dubaï qui avaient un projet de zone économique spéciale similaire. Donc en fait, tout ça pour vous dire que ce terrain, il a une certaine histoire, déjà en termes de projets d'aménagement et de mise en place d'infrastructures. Et toute cette histoire qui ici est incomplète parce qu'on n'a pas parlé en détail des terres agricoles qui avaient été exploitées. En effet, on m'avait aussi transmis cette fameuse carte de terres agricoles qui ont des noms, en fait. Donc, uniquement pour souligner que l'idée des villes qui permettent de faire table rase, en fait, est vraiment très compliquée. Je vais maintenant m'intéresser un petit peu à quelques aspects de la mise en œuvre discontinue de ce projet urbain ambitieux. Alors, donc, non seulement Abdoulaye Wade et Macky Sall, en fait, utilisent le projet de ville nouvelle à Diamniadio pour laisser des empreintes politiques territoriales fortes. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important parce que ça interroge aussi sur la durabilité de ces projets au-delà des mandats présidentiels. Ensuite, le pôle urbain de Diamniadio est créé et géré par décret, encore une fois, nous en avons déjà parlé, et donc qui déclare cette zone d'utilité publique. Et ce dispositif permet à la présidence de gouverner sur cette zone sans avoir à impliquer ni les acteurs décentralisés, tels que les communes, ni les ministères. Et je pense que ça, c'est important aussi en charge de l'urbanisme et de l'aménagement territorial. Donc il y a aussi une forme de mise en compétition entre ces nouvelles agences et le ministère. Et donc cet organe directement rattaché à la présidence a pour mission de promouvoir et de gérer, donc on parle de la DGPU, le pôle urbain de Diamniadio, tout en exécutant les décisions présidentielles. Et la DGPU présente en quelque sorte une interface directe entre les investisseurs étrangers, y compris, qui souhaitent acquérir du foncier et qui mettent
pour mettre en œuvre des projets au sein du périmètre du PDU et le gouvernement. Et donc on peut comprendre qu'il y ait parfois certaines frustrations parmi les acteurs décentralisés. Un autre point que je voulais mettre en avant en parlant de la mise en œuvre, c'est encore une fois, de grandes infrastructures existent, mais la vie urbaine, elle manque. On a tous vu évidemment les lumières assez impressionnantes du stade Abdoulaye Wade. On a vu en arrivant la Dakar Arena, on voit le CICAD, un centre de conférence absolument fascinant. On voit un grand hôtel, le Radisson Blu. On voit beaucoup de chantiers, mais ce qui m'a frappée en me promenant en tant que touriste, en tant que visiteuse, c'est en effet la vie urbaine. Les habitants, les appartements remplis, les restaurants, le transport à partir de la gare, qui est encore très impressionnante, la gare du TER. À ce jour, je pense que 7 ministères, peut-être que ça a changé depuis l'année dernière, ont dû déménager leurs locaux de Dakar à Diamniadio et 8 administrations supplémentaires doivent suivre ce mouvement. Donc pendant la semaine, moi j'étais arrivée un dimanche, la sphère ministérielle devient le poumon social et économique lorsque des agents ministériels majoritairement basés quand même à Dakar travaillent, consomment et se déplacent au sein du pôle urbain de Diamniadio. Cette sphère, en tout cas il y a un an, elle était équipée d'une supérette, des cafétérias et d'autres espaces de service et de vente. Mais à la fin de l'après-midi et du vendredi au dimanche, la ville reprend son caractère plutôt fantôme. Et donc si le déplacement des administrations nationales et internationales, donc il y a la Maison des Nations Unies aussi qui doit bientôt être inaugurée, est une initiative pour stimuler cette fixation de la population dakaroise à Diamniadio, elle provoque, je pense, pour l'instant, l'effet inverse. Donc, on voulait éviter que les zones périurbaines soient en quelque sorte un dortoir pour les Dakarois. Finalement, maintenant, il y a un petit peu le sens inverse. Donc, les Dakarois qui restent à Dakar et se déplacent finalement à Diamniadio pour travailler et descendent vers 15h pour éviter les bouchons pour rentrer à Dakar. Donc cette appropriation locale limitée du pôle urbain de Diamniadio ne se mesure finalement pas seulement à travers la consommation des services urbains au sein des périmètres du pôle. Cette mise en œuvre doit également être étudiée au regard des relations, et ça, je pense que c'est vraiment important, entre le pôle urbain de Diamniadio avec les acteurs des communes avoisinantes auxquelles elles s'imposent. Et ces relations, comme on l'a déjà évoqué, sont quand même marquées par de très très fortes incertitudes qui se reflètent notamment au niveau de la gouvernance et aussi par des tensions autour de l'accès au foncier. Alors le statut du pôle urbain de Diamniadio en tant qu'entité politique et administrative, ainsi que ses relations avec les communes avoisinantes, restent vraiment floues. Le pouvoir de décision en matière d'aménagement territorial revient alors à l'État central, plus précisément à la présidence représentée par la DGPU. On observe une forme d'isolation administrative du coup, et le statut administratif et politique du pôle urbain de Diamniadio reste flou. Et hier, on a abordé l'étude qui a été réalisée et publiée en 2018 et qui propose 3 pistes de gouvernance pour ce pôle urbain de Diamniadio, et qui s'intéresse surtout à la façon, au rôle que les communes pourraient éventuellement jouer. Est-ce que les différentes communes avoisinantes se partagent les fonctions administratives, y compris la collecte des taxes, on en a parlé tout à l'heure, sur ce territoire, ou alors est-ce que par exemple il y a une nouvelle municipalité qui va être créée avec une représentation politique. Mais pour le moment, le pôle urbain de Diamniadio reste une ville sans maire. Donc il y a toute une question de représentation politique et de prise en charge aussi des enjeux sociaux pour les personnes qui y habitent et qui vont y habiter. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de confusion, et tout cela crée des tensions sociales. Et je ne vais pas rentrer dans les détails sur les conflits fonciers. Je pense qu'il y a des experts beaucoup plus spécialisés sur ces questions dans la salle. Mais on parle beaucoup de conflits fonciers, mais il faudrait décortiquer déjà quel type de conflits fonciers on a sur place. Il y a évidemment les personnes qui occupaient je vais conclure.
Il y a évidemment les personnes qui occupaient ces terrains auparavant pour un usage agricole et qui n'y habitent pas. Il y a les questions frontalières entre les communes comme Bargny et Diamniadio qui sont, je pense, toujours brûlants. Il y a une volonté à fixer les choses en redessinant des cartes et en prenant des décisions administratives, mais je pense que la mise en place du pôle urbain de Diamniadio a aussi en quelque sorte ravivé des conflits frontaliers qui avaient déjà existé. Et puis il y a les conflits fonciers qui se font, et dans la DGUPU, je pense, s'occupe quasiment au quotidien, les conflits qui se font au niveau des frontières vraiment du pôle urbain de Diamniadio. Donc pour les aborder, il faut également effectuer des études fines. Donc en conclusion, très rapidement, il y a plusieurs résultats qui ressortent de cette étude et qui ont déjà été abordés. Et surtout, ce sont des questions qui doivent être posées, je pense, pour les futurs pôles urbains. Cette trentaine de pôles urbains qui doit être construit, en commençant par Dagarolpa, je pense. Est-ce qu'on va toujours mettre en avant cette idée de la nouveauté des pôles urbains, ou est-ce qu'on ne va pas plutôt les présenter comme voilà, des projets qui s'inscrivent dans une continuité territoriale? Est-ce que c'est finalement très utile de les promouvoir comme des projets qui peuvent être mis en œuvre de façon ex nihilo? Parce que je pense que c'est aussi ce discours qui fait que les populations qui habitent et utilisent surtout ces terrains ne se sentent pas forcément prises en considération. Comment les gérer administrativement et comment faire en sorte que des plans de gouvernance peut-être soit fabriqués, soit testés, soit discutés en amont plutôt que de les fabriquer après coup, et pour éviter aussi l'effet et la nécessité de rattrapage. Et comment faire aussi pour sortir de cette forme d'hyper-présidentialisme qui est quand même véhiculée à travers le pôle urbain de Diamniadio. Pour le moment, le pôle urbain de Diamniadio, quand on regarde, certes, l'affichage est désormais poussiéreuse, je termine sur ce point, mais ce qu'on voit, c'est la photo de Macky Sall qui dit c'est ceci est mon lex politique. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer en 2024? Bon, je ne vais pas ouvrir les grands débats politiques, ça n'est pas mon rôle, mais c'est une question. C'est une chercheuse en sciences politiques, donc non, mais c'est une question qui se pose. Quelle est la durabilité de ces projets qui s'inscrivent quand même dans un projet politique très fort? Je m'arrête sur ce point-là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, on se rend compte que la question est, disons, d'ordre urbanistique, aménagiste et aussi politique. Hein. Donc, on ne peut pas mettre de côté la question politique. C'est une question centrale. Merci beaucoup, Sina. Effectivement, là, ce qu'on peut retenir, c'est cet écart entre les réalisations effectives et le projet d'origine, donc au bout de 10 ans. On a aussi constaté que le fait urbain n'est pas encore au rendez-vous. La fonction résidentielle, en tout cas, est quasiment inexistante, alors que ça faisait partie des fonctions du projet du pôle de Diamniadio. Il me sera très difficile, Maïmouna, de porter la casquette universitaire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. Je vais réagir en tant qu'acteur de la mise en œuvre et d'élaboration de ce pôle. Parce que dans les propos, il est sorti les termes incertitude, confusion. La première confusion, moi que j'ai appris à l'université que la ville est un produit social. Aujourd'hui, on est en train de dire que nous sommes en train de construire une ville sur 2 ans, sur 4, 5, 10 ans. Alors, les théories que j'ai pu donc emmagasiner à l'université sont battues en brèche déjà présent, parce que là, ce sont des hommes qui ont décidé de construire une ville suivant une logique édictée par la politique. Déjà donc, j'ai un problème par la définition que j'ai de la ville. On pose donc la question de la nouvelle ville. Qu'est-ce que c'est? Diamniadio est un projet politique. Il faut le reconnaître. Nous sommes partis d'un projet politique, une commande politique pour réaliser une ville.
Maintenant, quelles sont les logiques d'aménagement qui ont prévalu à la réalisation de cette ville? Ce sont sur ces questions que j'aimerais vraiment intervenir et donner aussi des réponses par rapport aux problèmes qui ont été soulevés. Je commence d'abord avec mon doyen Oumar. Finalement, je m'habitue à être avec vous dans les mêmes panels. Dès qu'il s'agit de parler de Rufisque, on met Diamniadio. Mais je pense que Rufisque doit être très heureuse, cette ville-là. Parce que Diamniadio est en train de repositionner le Rufisque. Parce que maintenant, les investissements qui ont... Est-ce que quand même, quoi qu'on puisse dire, Rufisque avait pratiquement périclité depuis que le port n'existait plus. Maintenant, le pôle est revenu. Maintenant, on parle vraiment de Rufisque. Je pense que le conseil départemental gagnerait à nous payer davantage pour tout ce que nous avons fait. Bon, c'est juste une provocation. Mais d'abord, il faut comprendre que le pôle urbain de Diamniadio, en quelque sorte, la logique qui guide ça, ça doit être le laboratoire pour la redéfinition des politiques urbaines au Sénégal. Apprendre depuis le pôle urbain comment maintenant il faut canaliser l'urbanisation au niveau de Dakar et dans les autres régions du Sénégal. C'est pour ça que quand on parle des 27 pôles, uniquement les gens pensent à Diamniadio et au pôle urbain, c'est que l'État a décidé de confier Diamniadio et le Lac Rose à une entité qui s'appelle la DGPU pour la mettre en œuvre, et de là, les leçons tirées devront servir à canaliser l'urbanisation dans les autres régions du Sénégal, d'où la question des 27 autres pôles que nous avons. Donc Diamniadio et le Lac Rose sont des laboratoires pour la redéfinition de la politique urbaine au Sénégal. Je pense que si nous gardons cette idée en tête, immédiatement, nous allons voir que les orientations qu'on donnera à nos propos seront en phase avec ce qui est en train d'être fait. Et pour la question de l'agroécologie, comme il l'a dit, on a conçu Diamniadio et le Lac Rose en complémentarité. Si la ville de Diamniadio est une ville verticale, une densification, donc pour aller en hauteur, parce que l'espace 1644 hectares, sur le Lac Rose, nous avons 7000 hectares. Mais on sait que c'est les Niayes qui constituent le poumon écologique de cette région de Dakar. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais lancer une pique aux élus qui sont en train de râler tous les jours. Ce sont eux qui sont les premiers vecteurs du morcellement foncier. On est en train d'aligner de l'urbanisme. Ce sont les élus. Ah, je l'ai dit. Les élus, aujourd'hui, quand on parle de foncier, ils ne savent que morceler et faire des habitations. Et parce que vous faites des habitations, vous contribuez à un désastre écologique. Ces inondations dont on parle sont le résultat des politiques urbaines menées par les élus depuis, bon, d'abord par les anciens responsables de ce foncier, mais aussi par les élus à qui on a donné ce foncier depuis la décentralisation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne connaissent que le morcellement pour faire des parcelles à usage d'habitation. Bon, je ne vous dirai pas que le foncier est le meilleur moyen de s'enrichir au Sénégal. Il y a plusieurs choses. Je ne serai pas tendre avec les élus parce que moi, aujourd'hui, c'est l'universitaire qui parle, et aussi le technicien. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut dire aujourd'hui sur cette question-là qui nous pose problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait sur le Lac Rose? On a dit le Lac Rose. L'objectif, c'est de sauvegarder le lac en tant que tel, qui est le marqueur territorial majeur de cette zone. Comment faire pour sauvegarder le lac? Si vous regardez aujourd'hui, les élus ont fait beaucoup de plans d'urbanisation tout autour du lac. La continuité hydrologique qui permettait de ravitailler le lac est actuellement remise en cause. On n'a plus de continuité hydrologique. Tout a été morcelé. Comment faire en sorte pour que le lac puisse exister? Ça a été un objectif. C'est pour ça, dès qu'on a pris l'option de faire l'urbanisation du Lac Rose, sous la présidence, donc sous la direction de Michel le délégué général, et de EGIS, qui a fait le plan de programmation du Lac Rose. Cette planification a été menée en partie avec les élus et aussi les populations, qui a fini par déterminer des zones. La première, c'est qu'on n'urbanisera que 2000 hectares. Les 5000 autres hectares restants devront servir à la promotion et à la préservation de l'agriculture dans cette zone. On est en train de construire des villes, mais il faut les nourrir. Si nous n'avons pas d'espace pour faire l'agriculture, qui va nourrir ces villes? Donc c'est ça l'objectif qui a été assigné à la DGPU. La DGPU a un rôle de préservation de ce patrimoine foncier pour permettre la pratique de l'agriculture dans cette zone. L'agglomération de Rufisque, on parle d'aménagement, discontinuité, d'incohérence territoriale. La planification du pôle urbain de Diamniadio, ce n'est pas fortuit qu'on a mis en place les 4 arrondissements. Au-delà des fonctions assignées à chaque arrondissement, l'objectif était
dans le plan de programmation, sur chaque arrondissement, il est prévu un collège pour que les enfants qui naissent à Bargny, qui ont besoin d'un collège, puissent avoir un collège à proximité. Un collège dans le 2e arrondissement pour que les populations de Diamniadio puissent en bénéficier. Un collège dans le 1er arrondissement pour que Denis Maligay, donc Diamniadio, puisse en bénéficier. Un autre collège dans le 4e arrondissement pour les populations de Kerniaïlo. Des centres de santé sur chaque arrondissement. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait des infrastructures de proximité qui n'existent pas dans ces communes auxquelles donc, les populations pourront accéder lorsque la ville sera. Vous allez me dire que ce n'est pas encore fait, mais c'est sur la temporalité. C'est sur la temporalité. Ça se fera. Parce que le plan de programmation est là, est fixé par un décret. Finalement, nous l'avons eu, ça a été très difficile. Mansour est là. Il sait que depuis juin 2021, le décret de plan d'urbanisme directeur de Diamniadio a été signé et figé. Donc, il y a eu toutes ces questions qui ont été donc, mises sur la table. La préservation, notre grand problème actuellement, je le disais, c'est autour de Diamniadio, qu'est-ce qui se fait? Il y a un morcellement, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on est en train de construire, dans les périphéries de Diamniadio, émergent des villas. Les gens sont en train de construire. Ça me permet d'arriver sur les risques d'inondation qu'il y a eu l'année dernière sur le terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la commune de Diamniadio, il y a Khelkombach qui est de l'autre côté. C'est la voie d'eau. Khelkombach avait construit un mur. Il y avait un blocage des eaux. Il a fallu casser ce mur-là pour que l'eau puisse passer. C'est parce qu'on s'est rendu compte des difficultés qu'il y a eu. Tout ça nous interpelle sur la cohérence d'ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Comment Diamniadio, il faut le positionner avec tout cela pour qu'on puisse avoir un plan directeur qui puisse prendre toutes ces questions. Les inondations donc, pour Diamniadio, les risques d'inondation. D'abord, quand il a fallu faire les VRD, le ministre est là, on a fait la cartographie des bassins versants sur 8000 km². Et c'est cette cartographie qui nous a permis de faire le paramétrage du réseau d'assainissement de Diamniadio sur une crise centenaire. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 3 lacs au niveau du pôle urbain de Diamniadio. L'objectif est de reprofiler ces lacs, d'augmenter leur capacité de rétention pour que ces eaux puissent être donc canalisées. Parce que nous avons une pente de 18 mètres de dénivelé depuis le nord vers le sud. Et cette pente nous permet aujourd'hui de canaliser donc par gravitation les eaux de ruissellement jusque dans le lac pour augmenter les capacités de... Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait en faire? La DGPU pense que cette eau, dans le cadre de l'aménagement, doit servir normalement pour l'arrosage des espaces verts dans le pôle urbain de Diamniadio. Une grande question peut être posée, comment profiter de cette eau pour promouvoir l'agroécologie? C'est toujours quelque chose de bien qu'on pourra prendre en considération. Le statut du pôle. Fallou est là, nous avons parlé, je pense que Madame Sinan a parlé donc, du statut du pôle urbain de Diamniadio. Il y a une étude qui a été publiée en 2018 sur la gouvernance du pôle. J'en connais pas, mais je sais que Fallou a conduit une étude pour la DGPU. Pour quel statut du pôle urbain de Diamniadio? Ça me permet de revenir sur ces taxes, sur les trucs qui ont été posés. Mais, monsieur le maire, Diamniadio, c'est une opération d'intérêt national. C'est une OIN. C'est l'argent du Sénégalais qui vit à Bakel. L'argent du Sénégalais qui est à Konfongolembi, l'argent du Sénégalais qui est à, comment ça s'appelle, dans un autre village, qui a servi à financer le pôle urbain de Diamniadio. Les recettes générées, faut-il les laisser à la commune de Bargny, à la commune de Diamniadio ou à la commune de... Est-ce que les autres n'ont pas une légitimité pour réclamer sur l'argent qui a été prélevé pour créer cette ville? Est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas le droit de réclamer des fonds générés par actuellement le pôle urbain de Diamniadio? Ah, ça risque de poser. C'est pour ça que la réflexion est engagée dès le début. Pour dire quel statut il faudrait donner à Diamniadio pour que nous puissions vraiment nous retrouver dans une dynamique qui puisse faire que les gens comprennent que nous sommes dans une opération d'intérêt national. Ça, je ne cesserai de le dire. Le pôle urbain n'est pas uniquement une territorialité pour Diamniadio. Ce n'est pas un territoire pour Bargny. D'ailleurs, vous n'êtes toujours pas parvenu à régler le problème qu'il y a entre... Monsieur le ministre est là, il sait de quoi je parle parce que j'ai un témoin. J'ai un témoin. Vous n'êtes pas parvenu à régler la préséance entre les maires de ces communes quand le président de la République vient.
On dit que c'est le maire de Diamniadio qui parle. Mais vous savez très bien que la superficie qui a été amputée sur le pôle urbain, sur la commune de Bargny, est beaucoup plus importante que la superficie amputée sur Diamniadio. Mais c'est le maire de Diamniadio qui prend la parole. Donc il y a des problèmes entre vous, les élus, quand le président de la République vient. On ne sait pas qui parle, on laisse le maire de Diamniadio souhaiter la bienvenue. Donc il y a un problème qu'il faut régler. C'est pour ça, actuellement, l'orientation majeure, c'est comment réfléchir dans le cadre d'une intercommunalité. Comment faire pour que ce pôle puisse bénéficier à toutes les... Et Arnongom est là, il sait qu'avant-hier, vendredi passé, les communes environnantes ont été invitées à Diamniadio pour discuter de l'intercommunalité, n'est-ce pas? Avant-hier, tous les élus ont été. Il y a une approche actuellement dans le plan stratégique de développement urbain durable du pôle urbain de Diamniadio, qui fait que dans cette question de la gouvernance, elle est posée pour qu'on ait une approche intercommunale. Quelle approche mettre en place maintenant? Parce que le plus souvent, on nous dit que le pôle urbain de Diamniadio est sorti ex nihilo. Non. J'aurais bien voulu projeter le plan de circulation pour voir les connexions qui sont faites pour relier les trucs, comment dirais-je, les communes. Et vous allez voir, toutes les VRD du pôle urbain de Diamniadio qui partent relient toutes les communes. D'ailleurs, l'axe 70, ceux qui sont habitués à l'employer savent que l'axe 70 est projeté pour aller sur Bambilor et nous relier sur la VDN Nord. Bargny, ville verte, là où elle se trouve, le marché international, il y a une connexion projetée avec le port de Sendou. Sur l'axe 70, sur la route nationale, il y a une connexion projetée. La gare de Diamniadio. D'ailleurs, il y a Ecotra qui avait déjà réalisé les pieux presque sur 10 milliards de francs. Ces pieux sont déjà là. Il suffit juste qu'il y ait le truc pour franchir le truc. Monsieur le ministre est là, nous avions des problèmes parce qu'il nous fallait prendre le terrain de Eiffage. Il y a des secrets que je ne dirai pas, parce que qui nous ont bloqués, qui ont fait qu'on n'a pas pu prendre ce terrain de Eiffage. Parce qu'il fallait le faire. Non, Maïmouna, vous avez posé beaucoup de questions sur Diamniadio. Donnez-moi le temps de répondre, s'il vous plaît. Je vous en prie, parce que... Ah, je répondrai à votre question. Quel est le repositionnement de Diamniadio sur l'échiquier international? Vous l'avez posé. Vous avez posé quel est le repositionnement de Diamniadio. Je voudrais vraiment intervenir sur ça. Maintenant, voilà, il y a beaucoup d'autres questions, donc. Une minute. Et pour Sarah, rassurez-vous, quand il a choisi de faire Diamniadio, on sait que c'est un projet politique, mais je vous garantis une chose. L'approche, c'était que le privé puisse investir ses fonds. C'est pour ça, quand l'État a investi pour rendre attractif, nous avons créé un autre opérateur urbain qui est le développeur pour que le privé puisse mettre son argent. Le secteur privé a beaucoup investi. Quel sera le régime qui osera remettre en cause Diamniadio? Ça, c'est une grande question. Pour retourner la question qui vous est posée, maintenant, prenons-le dans l'autre sens. Avec les investissements, l'argent du secteur privé qui a été injecté dans le pôle urbain de Diamniadio, est-ce qu'un régime politique, ayant vu que ces investissements sont partis, avec énormément de milliards mis sur place, est-ce qu'on va le mettre en débat, ce projet? Voilà la grande question. C'est pour ça, dès l'approche de Diamniadio, dans la construction de la ville, l'implication du secteur privé a été un élément majeur, parce qu'on a vu que l'État fait la rentabilité, rend attractif par les investissements, mais la plus-value générée par ces investissements doit être captée par le secteur privé. Et maintenant, tout le problème de Diamniadio, on peut s'interroger sur ça. Quelle est la place du privé actuellement pour prendre la seconde phase de développement du pôle? Moi, je pense que c'est sur ça que l'on doit s'interroger, parce qu'on avait dit que c'est... Bon, mais maintenant, vous avez... Bon, elle me coupe. Mais bon, il fallait que je vous passe. Merci. Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci beaucoup. C'est vraiment très, très intéressant. Donc là, vous parlez de maillage du territoire en infrastructure sociale de proximité. La question aussi des orientations et une question centrale que vous posez aussi sur le cadre institutionnel qui doit accompagner ce projet qui est en réflexion, effectivement. Donc ça, si on comprend bien, c'est au bout de ces 10 ans, voilà un projet qui pourrait sortir de terre très rapidement sur la question de l'intercommunalité. On est en train de travailler dessus. Voilà, de réfléchir effectivement sur l'intercommunalité. Merci beaucoup pour vos interventions. Je propose maintenant un échange avec la salle. Alors,
Et c'est même un peu la même impression depuis hier que le problème de fond semble être la gouvernance et peut-être de manière plus précise, la manière dont les gouvernants perçoivent les gouvernés, les citoyens, lorsqu'ils envisagent des projets aussi importants. On a l'impression qu'il n'y a pas le souci d'expliquer, de convaincre, de montrer quels sont les bénéfices divers qui sont envisagés pour les populations elles-mêmes. Et qu'au fond, on a ce débat aujourd'hui, bien après la mise en place de ce pôle. Mais est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Et est-ce qu'il y a eu, quel a été le degré de consultation, y compris de scientifiques, d'acteurs de la société civile, de think tanks, etc., au moment de la conception du pôle urbain de Diamniadio? Merci. Merci beaucoup, Gilles. Le sentiment que ça me donne, l'impression que ça me fait, c'est que c'est comme si en réalité on était en train de parler en oubliant un contexte extrêmement important. C'est-à-dire que le Sénégal est un État décentralisé. Et c'est extrêmement important ça. C'est vrai que l'État conserve ses tâches de pleine souveraineté. C'est vrai que l'État peut effectivement intervenir dans le ressort des collectivités territoriales pour réaliser des opérations d'aménagement. Mais cela n'occulte en aucune façon le caractère décentralisé de l'État du Sénégal. C'est-à-dire que, et c'est cette impression-là qui a un tout petit peu renforcé peut-être le fait qu'on a le sentiment que le pôle urbain n'a pas de maire. Le pôle urbain a un maire, a des maires, je dois dire. Parce que chaque partie du pôle urbain impactant sur une collectivité territoriale, d'une manière ou bien d'une autre, dépend du maire de la collectivité concernée. C'est ça la vérité. L'autre chose, c'est vrai que la DGPU, une autorité administrative, administration de mission qui a été mise en place par l'État du Sénégal avec un décret qui lui attribue un certain nombre qui lui donne un certain nombre d'attributions. Mais ces attributions-là n'entrent pas forcément en conflit avec les compétences qui sont dédiées aux collectivités territoriales. Ce qui se passe, c'est que si normalement chaque entité remplit ses fonctions correctement, tout en donnant tout l'égard qu'il faut à l'autre entité, je pense que la cohabitation ne doit pas être difficile, étant donné que déjà, les collectivités territoriales concourent avec l'État à l'aménagement du territoire, c'est ça le principe. Donc, il n'y a pas de souci pour qu'il y ait une cohabitation entre la DGPU et les collectivités territoriales. Maintenant, où se trouve le problème? Le problème se trouve dans le fait que M. Dien, par exemple, parle de pôle urbain, laboratoire pour la redéfinition des politiques urbaines. Un laboratoire pour la redéfinition des politiques urbaines. Mais les politiques urbaines existent. Elles sont définies dans des codes. Et ces codes-là s'appliquent aussi bien à la DGPU qu'aux collectivités territoriales. Nous, on ne trouve pas d'autres cadres pour exercer les compétences qui nous sont confiées en dehors des cadres définis par la loi, c'est-à-dire par le code de l'urbanisme et par les différents décrets d'application de ces codes-là. Donc, non, mais permettez-moi de terminer. Excusez-moi, permettez-moi de terminer, parce que sinon vous risquez de rompre un peu le fil de mon développement. Voyez un peu. Ce qui est clair, c'est que ça marche, ça ne marche pas, tant que l'Assemblée nationale n'a pas encore pris une autre loi pour donner au Sénégal un autre code. Le code qui s'applique actuellement, c'est le code de l'urbanisme du Sénégal et ses décrets d'application. Donc nous, en tant que maire, nous ne saurons faire de la politique urbaine en dehors de ce cadre-là. Et ça, c'est extrêmement important pour qu'on le dise. Et c'est d'ailleurs la cause pour laquelle je ne suis pas d'accord avec vous si vous dites que ce sont les maires qui se sont rendus coupables de morcellement. Mais les maires ne font pas de morcellement. Les maires font des lotissements. Et ces lotissements sont des opérations d'urbanisme et d'aménagement qui sont prévues justement par ces codes. Et c'est grâce à ces opérations que les maires font l'extension de leur village. Et c'est grâce à ces opérations que les maires prévoient des équipements et infrastructures pour leur communauté. Il y a également les lacs, le reprofilage des lacs, c'est très bien. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est qu'autour de ces lacs-là, il y avait une activité économique qui profitait à toute une communauté. Donc si vous devez reprofiler, réaménager, la fonction première de ces lacs-là doit, à mon avis, doit être sanctuarisée, sinon même conservée. Parce que c'est des activités que des gens faisaient tout autour de ces lacs-là et qui les procuraient des revenus. Et grâce à ces revenus-là, ça leur permettait d'avoir des moyens de survie. Ça également, il est important qu'on le sache.
2 secondes. 2 secondes, d'accord. Et par rapport maintenant, bon, vous l'avez dit tout à l'heure au maire de la commune de Bargny, vous lui avez expliqué que, en fait, est-ce que les autres collectivités territoriales n'ont pas le droit de réclamer également quelque chose des pôles urbains? Oui, elles ont le droit de réclamer quelque chose des pôles urbains. Tous les Sénégalais, toutes les communes du Sénégal en ont le droit. Mais les communes riveraines du pôle ont encore plus de droits, étant donné qu'elles ont perdu beaucoup plus d'opportunités que les autres collectivités. Et enfin, pour ce qui est de l'intercommunalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette intercommunalité-là, c'est un décret qui ne date pas de longtemps, c'est un décret qui vient juste d'être pris par l'État du Sénégal, et ce décret-là donne l'opportunité aux collectivités territoriales de s'entendre pour la gestion des problèmes qui leur sont communs. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le pôle. Nous vous remercions néanmoins pour le fait de nous avoir invités autour d'une table pour qu'on essaie de voir quelle opportunité tirer de ce nouveau texte réglementaire. Mais pour autant, cela ne signifie pas que vous nous avez proposé de gérer en intercommunalité les problèmes relatifs au pôle urbain de Diamniadio. Merci beaucoup. Moi, je commencerai peut-être par faire un petit rappel d'une belle phrase de l'ONU Habitat qui disait qu'une ville juste, c'est une ville sûre. C'est une phrase que j'avais vue peut-être en 2007 ou 2008, lorsqu'on était dans le cadre du projet de restructuration de Pikine Irrégulier Sud. Pourquoi je rappelle cette phrase? C'est pour en fait rebondir sur les questions tout simplement d'équité spatiale, je dirais même de justice spatiale. Hein? Et ça me permet peut-être de poursuivre sur la question de la gouvernance urbaine, pour vous dire que moi, en tant qu'agent de collectivité territoriale, je sens que de plus en plus, les collectivités territoriales, précisément les villes, vont perdre leur rôle donc, dans ce cadre de cette gouvernance territoriale, urbaine. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un nouvel organigramme qui relègue la question urbaine dans l'organisation administrative dans une petite division. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, la ville de Dakar sans la direction de l'aménagement urbain? La ville de Dakar fait de la résistance. Si elle ne faisait pas de la résistance, actuellement, la ville de Dakar n'aurait plus cette direction de l'aménagement urbain. La ville de Dakar serait obligée de faire comme Pikine, avoir une petite division où l'aménagement urbain est en fait congloméré avec pas mal de choses, donc dans une direction fourre-tout. Parce que la division de l'aménagement urbain, ma division, est dans la direction de la planification et des compétences transférées. En réalité, cette direction ne veut rien dire du tout. Les compétences transférées, c'est tout. Pour vous dire que si on prend garde, on risque, si on veut faire jouer le rôle dans la gouvernance des collectivités territoriales, d'avoir un problème d'interlocuteur. Parce que quand on veut faire jouer ce rôle, il faudrait, dans le cadre de l'organisation administrative, qu'il y ait des répondants. C'est-à-dire qu'il y ait des gens du métier. Mais malheureusement, on va vers cela. Dans quelques années, si l'organigramme n'est pas remodifié encore, on risque de ne plus avoir des gens du métier dans les collectivités territoriales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. La ville a effectivement besoin d'équipements d'envergure, mais quand je vois l'image, la première image satellite du pôle Diamniadio, c'est assez choquant. Il y a quelque chose qui m'interpelle puisque ça ne colle pas avec l'environnement immédiat et la structure parcellaire. Donc, et il y a une notion de rupture d'échelle. Il y a cette grande croix infrastructure qui est sûrement déjà construite puisqu'on la voit. Et je voulais juste rappeler que le plan parcellaire traduit souvent l'identité d'un lieu. Et donc avec cette vision très orthogonale sur un territoire très morcelé, il y a quelque chose qui définitivement ne colle pas. Et je voulais juste aussi rappeler l'idée que Broadway à Manhattan, c'est une ligne diagonale dans une ville nouvelle, une ville pionnière, mais qui reprend le tracé des natifs américains qui allaient de cette péninsule vers le nord-est. Et du coup, je pense qu'il faudrait trouver des mesures de rattrapage pour mieux dessiner ce plan. Et je pense que la solution de la spatialisation et la respatialisation ou des mesures de correction pourraient résoudre un grand nombre de problèmes de gouvernance, d'acceptation locale de ce projet. Je réagis juste sur peut-être 2-3 points.
Je trouvais ça intéressant ce que M. Dieng disait par rapport au pôle urbain de Diamniadio comme laboratoire des politiques urbaines, et je m'interroge sur le comment. Donc comment on peut concrètement apprendre, quels espaces vont être mis en place justement pour planifier, permettre la participation en amont, quels espaces sont mis en place entre la DGPU par exemple et d'autres acteurs qui vont être impliqués dans les nouveaux pôles urbains type Dagarolpa. Et le deuxième point, c'est, je pense on ne peut pas juste répliquer. Et ce qui est important aussi à prendre en considération, c'est que chaque pôle urbain rassemble des acteurs différents. Et on n'a pas beaucoup parlé des bailleurs et des financeurs, mais le choix de bailleurs et de financeurs, mais aussi d'acteurs qui vont mettre en place les infrastructures, va impacter aussi la façon dont la vie urbaine va se dessiner ou pas. Est-ce que, par exemple, les entreprises qui vont être impliquées dans les futurs pôles urbains vont permettre de créer de l'emploi localement? Est-ce qu'il y a des agents plutôt étrangers qui vont intervenir? Et tout ça impactera la vie urbaine des futurs pôles. Je m'arrête là. Peut-être revenir sur 2-3 points. Il a dit, hein, c'est un laboratoire, hein, pour une nouvelle fabrique des villes sénégalaises. C'est peut-être le temps aussi qui a manqué, parce qu'il y a d'autres outils qui sont venus compléter ces projets de villes nouvelles. On n'a pas parlé du PNADT, le Plan national d'aménagement et de développement territorial. On n'a pas parlé de la première loi d'orientation et d'aménagement pour l'aménagement du territoire, où il y a même des outils pour répondre à une question lancinante, la question foncière. Il y a des dispositifs, la zone d'aménagement différée, visa de localisation, etc. Mais le temps imparti est très court. Mais peut-être réagir par rapport à 2-3 points qu'a évoqué Mbaye. Le temps nous manque pour revenir sur des points positifs. Oui, il y a des opportunités d'investissement et d'emploi pour nos populations. Je sais que les populations du département y travaillent, il y en a beaucoup qui travaillent dans le pôle urbain. Que ce soit pour accompagner le stade actuel, la construction avec, certes informel, commerce, BTP et autres, mais il y a également des offres d'emploi, notamment dans la zone industrielle où il y a des Bargnois, des Rufisquois qui travaillent. Ça, c'est évident. Cet objectif, il est atteint. Oui, il y a aussi d'autres points positifs. On est là en présence d'un changement de paradigme dans la manière de fabriquer les villes. C'est la première opération d'envergure qui permet maintenant d'appréhender les questions à la bonne échelle. Oui, ça a été un laboratoire également pour expertiser la diversification des modalités et des stratégies de financement du développement urbain avec des privés. Il y a beaucoup, énormément. Et ça, c'est des points à amplifier dans les pôles à venir. Mais puisqu'on est dans un labo et dans un pays dynamique, il urge aussi qu'on mette la question sur un certain nombre de difficultés, tout simplement. Tout simplement. Je disais tantôt qu'on était des zones dortoirs servants, on nous amène des opportunités, les populations ne l'ont pas compris. Ça veut dire quoi? C'est à nous de voir notre démarche, tout simplement. C'est ça le sens du propos. Et on a vu d'ailleurs ce travail de rattrapage. Je disais que pour la partie Bargny, on a travaillé le péripôle au niveau Bargny, mais dans les locaux. C'était là, monsieur le ministre est là, on venait, et c'est là où on a fait un projet, il y a une mairie, il y a beaucoup d'équipements pour éviter la rupture d'échelle dont parlait un peu tout à l'heure notre ami. Donc ça a été fait. On sait aussi que le pôle a signé des conventions avec les communes, et il y a des financements. À Diamniadio, ils ont financé de la voirie, à Bargny, ils ont financé un centre de santé et centre d'état civil. Donc non, le propos, il n'est pas à ce niveau. Le propos, c'est que, voilà, il y a un problème avec la montre, puisque l'urbanisme déploie d'autres pôles, et je suis inquiet quand monsieur le ministre, monsieur le maire pose la question de savoir pourquoi ces autres pôles sont portés par le ministère de l'urbanisme. Et quand j'entends le ministère de l'urbanisme nous dire on n'a pas le plan final du pôle, mais comment ça pose une difficulté aussi. Comment ces enseignements-là, merci à l'IFRI,
comment ces enseignements pourront profiter au pôle? Sur la question des taxes, 2 minutes parce que c'est sur la question des taxes. Mais les taxes, c'est le droit sénégalais. Hein. Je n'invente rien du tout. Quand je dis les taxes vont où aujourd'hui, c'est le droit sénégalais. Il y a la réforme de la patente qui est la seule, contribution économique locale, avec une part minimale à toutes les communes, une autre part valeur locative foncière qui reste dans la commune, et la valeur ajoutée qui profite et que les Sénégalais font vivre, qui est partagée pour tout le monde. C'est un peu comme la Sénélec ou la Sonatel, hein. Tout le monde utilise. Donc là, c'est un problème tout simplement de droit. Nous ne réclamons rien du tout. Rien du tout. C'est le code qui le dit de manière très claire, tout. Mais aujourd'hui, je rappelle qu'il n'y a aucune commune qui en bénéficie parce qu'on ne sait pas. On ne sait même pas s'ils payent ou s'ils ne payent pas. Il y a des entorses au droit de manière évidente sur ces cas, sur ces cas de figure. Bon, oui, voilà. On espère en avoir d'autres. Merci. Désolé. Merci beaucoup. Je pense que le maire de Bargny aurait pu ajouter même le foncier bâti. Ça, c'est des taxes que tout le monde connaît. Dans les grandes villes du monde, c'est le foncier bâti qui fait vivre les villes, qui les fait développer. Quand on ampute à Bargny une bonne partie de son territoire, on peut quand même espérer avoir quand même... Donc, c'est des questions assez maîtrisées, hein, assez claires. Hein. Je pense que regardez la dynamique démographique du pôle, comparez ça à Sangalkam. Un petit exemple. Pourquoi toute la classe moyenne se rue sur Sangalkam? Toute la classe moyenne se rue sur Sangalkam et Bambilor. Ça ne vous fait pas penser à tout. Toute la classe moyenne se rue sur Sangalkam et Bambilor. Et l'ouest de Rufisque, comme le connaît très bien M. le maire. Toute la classe moyenne. Aujourd'hui, ils sont confrontés à quel problème? L'absence de plan d'urbanisme de détail qui fait que certaines zones à vocation peut-être infiltrative ou de bassin, tout est, le maire de Sangalkam me dit, monsieur le maire, nous avons 50 nouvelles cités à Bambilor, à Sangalkam. Tu as parlé de sauvegarde du lac Rose. En partie, le problème du lac Rose est dû au fait que tout le ruissellement qui quitte Bambilor, Sangalkam, arrive au lac Rose, qui est l'exutoire naturel. La catastrophe viendra un jour. Tu sais, elle viendra pourquoi? Il n'y a plus d'infiltration et tout vient, malheureusement. Comme ces zones, les gens n'ont pas de système d'assainissement, les eaux du lac Rose seront des eaux polluées. Moi, je suis parti au lac Rose. J'ai vu la situation durant l'hivernage. Même l'extraction de sel est menacé. Ça veut dire quoi? Donc, mon Dieu, les problèmes sont très complexes. Je dis, ce qui vous fait aménager le pôle de lac Rose, peut-être va disparaître. Si ça disparaît, vous faites quoi? Non, on n'a pas le temps d'aborder tout ça. Sur la responsabilité foncière des élus, faisons attention. Quand on dit que c'est les élus qui vendent ce terrain, ce n'est pas vrai. Je le dis très honnêtement. Je le dis très honnêtement. Vous savez qui sont les responsabilités foncières des élus? Le maire, quand il y a un lotissement, il est le président de la commission d'attribution des parcelles. Le maire, quand il y a un terrain non immatriculé, il peut faire l'affectation par le conseil municipal approuvé par l'autorité des conseils. C'est fini. Point. C'est fini. Le lotissement est approuvé par le ministère de l'Urbanisme. Non, il faut faire attention. Il y a tellement de choses qu'on dit dans l'air ambiant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je donne un dernier exemple. Aujourd'hui, c'est pourquoi, M. le maire, vous avez bien rappelé les pôles gérés par le ministère de l'Urbanisme, les pôles gérés par le truc. Donc, le ministère de l'Urbanisme est en train de vanter le pôle de Dago-Kholpa. C'est eux qui gèrent aussi le pôle de Déni Biramdao, où les populations du département se réveillent. On voit des gens avec des baux. On le dit, dans le cadre du pôle de Déni Biramdao, l'État a immatriculé cette zone-là en domaine de l'État et a attribué des pôles, des titres. Mais qui est en train de détruire ce système spatial? Non, je pense qu'on peut en parler davantage. Merci, M. Cissé, merci. Les interventions comme étant des constructions, peut-être pour répondre à Juliabi, je vais me rapporter à une belle phrase que j'emprunterai au ministre Seydou Sissal, peut-être qu'il a oublié, lors de son passage de témoin
avec le délégué entrant. Il nous a dit, monsieur le délégué général entrant, Diamniadio considère-le aujourd'hui comme un concept validé par le réel. C'est ce qu'il nous avait dit. C'est un concept validé par le réel parce qu'au début, tout le monde disait qu'on rêvait. Ce n'était pas possible. Il a fallu commencer par quelque part et que ça arrive. Et que maintenant, comme c'est arrivé, forcément, il y aura des tensions, il y aura des clivages. L'appropriation de ce projet sera difficile, mais se fera dans le long terme. C'est dans le long terme. En 2035 qu'il faudra vraiment juger le pôle urbain de Diamniadio parce que c'est notre phasage. Pourquoi je dis ça? C'est pour pouvoir rebondir sur un élément. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur les populations du pôle urbain de Diamniadio. On dit que le pôle est là, mais il n'y a pas d'habitants. Mais je voudrais juste rappeler un truc. C'est que dans la planification, nous sommes repartis sur un élément fondamental pour une ville. Une ville a une fonction principale. Quel que soit ce qu'on pourra dire, ville touristique, ville religieuse, ville ceci, une ville a une fonction de production de richesse. Une ville économique. Donc c'est pour ça, dans le travail d'aménagement, nous avons privilégié la fonction travail. Parce que pour donner une cohérence à notre logique, il a fallu poser d'abord, vous allez voir que c'est le parc industriel qui est le premier sorti de Diamniadio. Avant que les habitants arrivent, il y avait du travail au niveau du parc industriel. Maintenant, sur quoi fallait-il s'appuyer pour que ce soit beaucoup plus crédible? C'est les ministères techniques de l'État, 14 ministères techniques de l'État dont le travail est orienté vers l'intérieur du pays. Donc tous les ministères de souveraineté sont restés à Dakar. Il fallait construire des infrastructures parce que c'est avec l'État, comment dirais-je, qu'on devait commencer le peuplement de Diamniadio. C'est pour ça la première chose à faire, c'était de déplacer les ministères techniques tels que la formation professionnelle, l'agriculture, l'élevage, tout ça dont le travail est orienté vers l'intérieur, l'éducation, la santé, l'éducation. Donc c'est orienté vers l'intérieur que ces ministères pour venir à Diamniadio. C'est pour ça que les premiers habitants sont de ces ministères. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a eu un sondage qui a été fait, qui montrait, tel que le dit M. le maire Cissé, que la classe moyenne sénégalaise est du côté de Bambilor et de Sangalkam. Quand on a vu les premiers résultats de ces enquêtes, on a vu que les principaux fonctionnaires, surtout de l'éducation et de l'enseignement, vivaient dans le département de Rufisque ou dans le département de Pikine. Alors, si on inversait les déplacements vers Diamniadio, ça nous permettrait de recorriger un tout petit peu sur la mobilité. C'est pour ça qu'on a choisi la construction de ces ministères techniques pour que ces gens-là puissent se rapprocher de Diamniadio. Donc, pour dire que tout a été fait sur la base de réflexion, sur la base d'études, donc qui sont là, qui nous ont montré que voilà, privilégier la fonction travail, la ville après, elle se développera au fur et à mesure en fonction des naissances. Comme nous dit Maïmouna, je pense qu'il y aura beaucoup de jeunes de Diamniadio dans le futur. On dit Diamniadio, n'est-ce pas? Donc il y en aura, donc dans le pôle, voilà. Ou Bargnois. Ou Bargnois, ou Bambilorois.